Nous allons écouter l'exposé de Pierre Larcher. Pierre Larcher est professeur émérite de l'Université de Provence, où il a été d'Aix-Marseille Université, pardon. Fini depuis le 1er janvier 2012. Pardon, désolé. D'Aix-Marseille Université, où il a enseigné la linguistique arabe. Son œuvre est immense, il est impossible de la détailler ici, mais en tout cas, on peut dire, pour résumer, que Pierre Larcher a imprégné les recherches dans la linguistique arabe de façon décisive, pour l'avenir également. Et d'ailleurs, on peut noter que cette année, Pierre Larcher a été couronné du King Faisal Prize, et c'est à son honneur, et toute la discipline en est honorée avec lui. Bien. D'abord, merci à François Desroches de m'avoir invité. Mon sujet peut paraître hors sujet, mais outre le lien qu'a rappelé François Desroches entre Paul Casanova et Ibn Khaldoun, mon exposé doit son existence première à deux islamologues, Alfred Louis-de-Prémar et Claude Gilliot. C'est en effet Louis-de-Prémar qui, en 2006, peu de temps avant sa mort, après avoir lu l'article coécrit avec Gilliot, Language and Style for the Quran, pour l'encyclopédie du Coran, et où nous citions les sections 47 et 48 du chapitre 6, m'a interrogé sur la section 22 du chapitre 4, dont le titre, Filourat al-Amsar, l'ourat au pluriel, semble anticiper la section 48, qui est intitulée dans son début Fi anna l'ourat al-Hadar wal-Amsar, l'ourat étant au singulier. Donc, je vous ai donné mon exposé, je développe la réponse que j'ai faite à Prémar à l'époque, en la mettant à jour, et j'ai fait une première esquisse de cet exposé dans ma récente contribution au volume collectif sur Ibn Khaldoun et les sciences humaines. Donc, un mot du texte dans son contexte. La section 22, c'est la dernière du chapitre 4. Elle est intitulée, le chapitre 4 est intitulé Fil Buldan wal Amsar wa Sa'ir al-Umran. Je m'arrête là pour la rime. Donc, normalement, ça traite le titre. On a Umran, mais en réalité, Ibn Khaldoun, il traite de ce qu'il appelle la hadara, c'est-à-dire la vie sédentaire, la sédentarité, par opposition à la badawa, c'est-à-dire la bédouinité ou la vie nomade. Et la hadara est définie comme le rayat al-Umran, raya pouvant s'entendre soit dans le sens du but, comme traduisent certains, mais peut-être soit aussi comme l'acmé du Umran. Pour moi, je veux dire, Umran, c'est la culture plutôt que la civilisation. D'ailleurs, c'est le mot hadara qu'on emploie pour civilisation et pas vraiment le mot Umran. Alors, le texte est connu depuis longtemps, depuis l'anthologie grammaticale d'Antoine Isaac Sylvestre de Sacy. Il le cite en note, sans le traduire, et il dit ceci: je crois devoir ajouter ici un chapitre de la 4e section des prolégomènes historiques d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire la Muqaddima, où il est question de la langue arabe et des altérations qu'elle a subies, d'abord par l'établissement des Arabes dans les pays par eux conquis, et ensuite par l'invasion des nations étrangères. Ce passage jette encore un nouveau jour sur les extraits précédents. Je ne crois pas nécessaire d'y joindre une traduction, attendu qu'il ne présente aucune difficulté. En vérité, il y a une double incertitude. L'une, c'est pour ça que normalement j'avais fait distribuer deux versions du texte, mais ce n'est pas grave, la divergence est pointée dans la version qui vous a été distribuée. Donc vous savez tous qu'il y a deux versions de la Muqaddima. Donc il y a la version finale, mais auparavant il y a la version qu'on appelle soit la première version orientale. Et
la seconde partie du texte est abrégée par rapport à la version finale. Je n'ai pas le temps de comparer les deux versions car ça nous mène à trop loin. En revanche, dans toutes les éditions que j'ai consultées, il y a une divergence entre l'édition libanaise que vous avez sous les yeux et toutes les autres versions. La version libanaise lit Moudariya, Moudarit, là où toutes les autres lisent Hadariya. J'ai souligné en vert, évidemment, la consonne initiale. D'après le Ductus, ça ne diffère que par la première consonne. Alors, si vous lisez ce texte, ça commence par un principe qui est en fait la prémisse majeure d'un syllogisme. Sache que les lourats des habitants des métropoles n'existent que par la langue de la nation. Nation, c'est Umma, ou de la gent. Gente, c'est Gilles. Bon, Umma et Gilles, c'est deux termes synonymes, mais simplement, ils sont tous les deux généalogiques. Umma, c'est dans le sens ascendant, et Gilles, c'est dans le sens descendant. Les gens qui les ont conquises ou fondées. Aussi, les lourats de toutes les métropoles islamiques en Orient et en Occident à cette époque sont effectivement arabes. J'ai mis les deux traductions parce que, à cette époque, suggère que c'est contemporain d'Ibn Khaldoun. Or, à l'époque d'Ibn Khaldoun, évidemment, toutes les métropoles des royaumes islamiques ne sont pas arabophones. Il y a aussi des personophones et des turcophones. Et la raison en est la victoire remportée par le régime ou l'État islamique. Alors, suivant que les mots arabes, c'est ad-dawla al-islamiyya. Bon, alors je ne sais pas si traduire par État islamique ne serait pas une traduction anachronique. Bon, je vous laisse libre. Mais en réalité, vous voyez tout de suite l'influence de la logique, car c'est un syllogisme. Simplement, Ibn Khaldoun, au lieu d'avoir A, or B, donc C, il a A, donc C, car B. C'est-à-dire qu'il met la mineure comme justification de la conclusion. Mais ça indique l'influence de la logique qui est très... Évidemment, Ibn Khaldoun était un excellent logicien. D'ailleurs, l'influence de la logique et de la philosophie en général ne s'arrête pas là. Il décrit donc les conquêtes islamiques sans phare, et surtout, il ne les décrit pas d'abord comme une conquête de territoire à la différence de la littérature des Futuh al-Buldan. Il la décrit comme la conquête du pouvoir par les Arabes sur d'autres nations, et ce pouvoir est lui-même décrit en termes philosophiques. La doctrine religieuse, ad-din wal-millah, est la forme du pouvoir réel, al-wujud wal-mulk. Toute forme a une matière et la forme précède la manière. Ça, c'est évidemment le vocabulaire philosophique. Je pense que ad-din wal-millah et al-wujud wal-mulk sont des endiadines. Et donc, pour le linguiste, l'arabe est décrit comme indissolublement langue de la religion et du pouvoir. C'est son premier statut. Alors pourquoi l'arabe langue de la religion? Car celle-ci se tire de la loi, c'est Ibn Khaldoun qui le dit, qui est dans la langue des Arabes, l'Isan al-Arab, le prophète de l'islam étant lui-même arabe. D'où, conclut-il, nécessaire abandon de toute autre langue que l'arabe dans l'ensemble des royaumes islamiques. Et langue du pouvoir, qui pourrait être formellement religieux, ne s'en comporte pas moins matériellement sur le plan linguistique comme n'importe quel autre pouvoir de type impérial. Et voilà, l'arabe langue d'empire arrive. Cette conception de l'arabe langue d'empire est appuyée par un hadith qui est mentionné dans la Mudawwana de Sahnoun Ben Saïd d'après l'imam Malik. Rien d'étonnant, comme vous savez, Ibn Khaldoun était maghrébin, donc malékite, et il a été grand cadi malékite au Caire, nommé plusieurs fois. Le hadith, c'est Na'a Omar an ritanat al-ajim wa qal inna khib. Donc, vous avez le terme de ritana, parfois certains lisent ratana, qui est un terme extrêmement péjoratif en arabe, ça veut dire à peu près le jargon ou le baragouin. A'ajim est un terme très intéressant aussi, c'est le pluriel de a'ajam. A'ajam, c'est quelqu'un qui parle mal l'arabe, par opposition à fasir, et il le parle mal parce qu'il n'est pas arabe. Donc les a'ajim, ce sont les non-arabophones, par rapport, si vous voulez, aux a'ajam, qui sont, eux, les non-arabes. Donc un terme est plutôt ethnique, l'autre est franchement linguistique. Omar disait, enfin d'après le hadith, Inna khib, c'est une tromperie, et Ibn Khaldoun paraphrase par makr wa khadi'a, c'est-à-dire subterfuge et ruse. Évidemment, ça traduit nettement la défiance du pouvoir politique vis-à-vis des autres langues que l'arabe. Alors, que dit l'histoire? L'histoire nous dit que ce n'est pas en réalité Omar, mais le calife Omeyyad Abd el-Malik, qui a fait de l'arabe la langue de la chancellerie impériale. Et très récemment, dans un ouvrage que j'ai lu, très remarquable, qui a été dirigé, entre autres, par notre collègue Antoine Boru,
qui s'appelle en anglais Navigating Language, à peu près une exploration linguistique, il est bien montré que longtemps après le calife Omar, on trouve des documents non pas monolingues, mais bilingues, voire multilingues, au moins dans les chancelleries impériales, pardon, dans les chancelleries provinciales. Alors, Ibn Khaldoun est tout à fait conscient, malgré ce qu'il dit, que l'arabe comme langue véhiculaire, disait linguiste, de la religion et du pouvoir, ne supplante pas les langues vernaculaires des nations conquises. Il les supplante d'autant moins que c'est au contact, alors il emploie ici le terme qu'on emploie toujours en arabe, nous les linguistes, pour dire contact, mukhalata, même si parfois ça va un peu au-delà du contact, mais du mélange, de l'arabe avec ses autres langues. C'est donc à ce contact de l'arabe et des autres langues qu'il attribue la corruption, façade en arabe de la langue arabe mudarit, lisan arabi mudari. Alors un mot tout de suite, lisan arabi mudari, c'est le nom que Ibn Khaldoun donne à ce que nous appelons l'arabe classique. Il donne ce nom parce que mudar, c'est très habile, c'est un des ancêtres des Arabes du Nord, mais il a un gros avantage. Il est à la fois l'ancêtre des Tamim et des Quraysh, c'est-à-dire des deux domaines de l'Arabie que les arabophones considèrent comme fasih, c'est-à-dire fléchi, ou arabe par opposition à un domaine qui déjà avait laissé tomber l'inflexion désidentielle. Donc la corruption de la langue arabe moudarite en langue arabe sédentaire, qu'il appelle donc lisan hadari, et cette corruption étant plus grammaticale que lexicale, puisqu'il considère qu'elle consiste essentiellement en une disparition progressive du fameux « et arabe », c'est-à-dire de l'inflexion désidentielle. Alors, pour le linguiste d'aujourd'hui, le façade al-Loura, ça renvoie à la thèse bien connue de la linguistique historique qui se représente l'histoire de l'arabe comme une succession de trois états. L'état ancien, qui est celui de l'arabe dit classique, le troisième état, le néo-arabe, qui est celui des dialectes, et l'état intermédiaire, où alternent les traits classiques et dialectaux, le moyen arabe. Bon, ça, c'est la thèse de la linguistique historique. Le terme de mukhalata, lui, renvoie à la linguistique du contact, qui est aussi une chose extrêmement importante et que anticipe, entre guillemets, Ibn Khaldoun. Alors, vous avez le paragraphe suivant qui est extrêmement intéressant parce qu'il commence par « Aidan », en août. Il est très intéressant parce qu'il ne répète pas le paragraphe précédent, mais le complète, parce qu'il substitue à des données qui jusqu'ici étaient seulement politiques et religieuses, des données sociales et économiques. Donc, dans l'ordre, il cite 3, ce que j'ai appelé la sédentarisation et la citadinisation des nomades. En 2, ce que j'ai appelé la colonisation, c'est un terme que n'emploient pas beaucoup les historiens, mais parfois ça arrive. Alors, il l'évoque par, je dirais, une expression métonymique. Il dit « les Arabes ont hérité de leurs terres et de leurs demeures, c'est-à-dire celles des non-Arabes ». Et enfin, le changement démographique, par la phrase « ils l'ont emporté en nombre sur eux », où apparaît « kathara », kathara, katharuhum, ils l'ont emporté en nombre sur eux, qui est la diathèse active, qui aujourd'hui n'est plus employée, mais on emploie toujours la diathèse stative résultative, qui est kathura, auquel est lié kathir, et qui veut dire être nombreux. Et ici, il emploie le terme de mukhalata, mais il ne s'agit plus de contact de l'arabe avec des autres langues, mais de contact des arabes avec des non-arabes. Donc on est passé du contact linguistique au contact humain. Mais de toute façon, il n'y a pas de contact linguistique s'il n'y a pas de contact humain. Donc on est dans une phase de métissage, comme on dit aujourd'hui, avec pour résultat ce qu'il appelle, à la fin de ce paragraphe, Loura Hadariya, alors qu'à la fin du paragraphe ou du développement précédent, il a dit Lisan Hadari. Donc évidemment la question est, quelle est la différence, ou y a-t-il même une différence entre Lisan et Loura? Oui. Donc j'ai fait un petit paragraphe, je suis linguiste, sur Lisan, Loura et Lourat. Donc certains traducteurs comme Rosenthal et Monteil traduisent par dialecte. À mon avis, il y a 2 raisons de ne pas traduire Lourat par dialecte. La première, c'est que dans ce chapitre 4, 22, Ibn Khaldoun alterne Lisan et Loura. Mais surtout, il y en a une autre. Dans les sections 47 et 48,
il décrit du chapitre 6, il parle successivement de la Lurat al-Arab, c'est-à-dire la langue des nomades, et de la Lurat al-Ahdar wal-Amsar, et de la Lurat Mudar. C'est-à-dire, il emploie à la fois pour ce que nous appelons l'arabe classique et ce que nous appelons l'arabe dialectal, le même mot de Loura, ce qui veut dire que Loura n'est pas un dialecte, par opposition au standard, mais une variété de langues, décrit pour les deux premières variétés de manière sociolinguistique, par le mode de vie de leurs utilisateurs, et la troisième, Lurat Mudar, et là aussi il est un pionnier. Il en traite dans un chapitre qui s'appelle Fi Ta'allum al-Mudari, ou al-Lisan al-Mudari, peu importe, de l'apprentissage de la langue de Mudar, c'est-à-dire qu'il reconnaît que la langue de Mudar, c'est-à-dire l'arabe classique, n'est plus la langue, si jamais elle l'a été, n'est plus la langue maternelle de personne, mais est seulement une langue scolaire, et que cette variété d'arabe est apprise à l'école et nulle part ailleurs. Alors, ces variétés sont discrètes, dit-il, discrètes au sens linguistique, c'est-à-dire séparées de l'arabe classique. Il emploie pour l'une le terme de mustaqilla, qui veut dire indépendant, et pour l'autre le terme de qa'ima bidatiha, c'est-à-dire d'autonome. Et je pense que c'est ce caractère discret qui fait l'aloura par opposition à l'isan. Et c'est pour ça que, si on réserve, ce qui est naturel, le terme de lisan, le terme de langue à l'isan, moi je propose de restaurer pour l'oura le vieux terme qui était employé par les anciens traducteurs, c'est-à-dire Sylvestre de Sacy et de Slan. Il traduisait l'oura par idiome. Et idiome, étymologiquement, ça vient du grec idioma, et idioma est lié à l'adjectif idios, qui veut dire propre, particulier, et ça souligne bien le caractère propre, spécial, spécifique de la loura par rapport à l'isan, qui est plutôt un terme générique. Alors, de la même façon qu'il y a une variation sociolinguistique au sein du lisan arabi, il y a une variation que nous, les linguistes, appelons diatopique, c'est-à-dire géographique, au terme de du lisan ou du loura hadariya, et c'est pour ça qu'il emploie le pluriel lourat. Si, pour loura, je dis variété, alors les lourats sont des variantes de cette variété. Après le flux, celui engendré par les conquêtes, le reflux. Donc Ibn Khaldoun voit ce reflux en deux temps. Le premier temps serait l'arrivée au pouvoir de dynasties musulmanes, mais non arabes. Pour l'Orient, il cite les Daylamites et les Seljoukides. Alors, les Daylamites, évidemment, c'est les Bouyides, qui sont des Iraniens chiites, et les Seljoukides, qui sont des Turcs sunnites. Les uns comme les autres, comme vous savez, ont mis sous tutelle le califat abbasside à partir du 4e, 10e siècle, les uns avec le titre d'Amir al-Umara et les autres avec le titre de sultan. Et pour l'Occident, Ibn Khaldoun cite les Berbères et les Zénètes. Par Berbères, je suppose qu'il faut entendre les Sanhadja nomades, c'est-à-dire les Almoravides, qui, eux, ont pris le titre d'Amir al-Muslimin. Et par Zénètes, évidemment, il faut entendre les Almohades, qui, eux, ont pris le titre de calife. Alors, que dit l'histoire ? Pour l'Orient, elle dit que ni les Bouyides, ni les Seljoukides ne firent de leur langue respective, le persan pour les uns, enfin, quand je dis le persan, en fait, il parlait à titre de langue vernaculaire des langues iraniennes, pas le persan. Les Turcs pour les autres, pour les Seljoukides, mais en réalité, les Seljoukides étaient très largement iranisés. Ni les uns ni les autres n'ont fait de leur langue respective la langue de la religion et du pouvoir. Là, je renvoie à un article du volume donc, que j'ai cité, Navigating Language, sur le persan, et ce collègue, Reza Hani, dit très nettement la cour Bouyyide n'a jamais adopté le New Persian, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle persan. Alors, Ibn Khaldoun n'est pas inconscient de cela. Il dit dans toutes les éditions, sauf une, c'est-à-dire la religion, devint un facteur favorisant le fait que l'idiome sédentaire dans les métropoles demeure arabe. Je vous ai mis le texte en arabe. Mais l'édition libanaise dit « Cela devint un facteur favorisant le fait que l'idiome de Moudar, en matière de poésie et de prose, fût de peu dans les métropoles, reste arabe. » Bon, il y a une grande divergence entre toutes les éditions, donc 4 mers, édition marocaine, édition tunisienne, et l'édition libanaise. Alors pourquoi y a-t-il une telle divergence ? Bon, la divergence s'explique de deux manières. D'abord dans la forme.
l'édition libanaise fait visiblement une interférence avec la suite où on trouve le segment « Min ash-shi'r wal-kalam illa qalilan ». Je reviendrai un peu plus loin là-dessus. Et dans le fond, il y a une apparente contradiction du fait du principe posé au début du chapitre. On s'attendrait à ce qu'avec un nouveau pouvoir, parlant une autre langue, une nouvelle langue apparaisse dans les villes. Et Ibn Khaldoun, invoquant la religion comme frein à ce changement linguistique, un lecteur musulman pensera que si la religion favorise le maintien de quelque chose, c'est plutôt celui de la langue de Moudar que de la langue sédentaire. Et d'ailleurs, dans son édition, Quatremer signale qu'il a la lecture Moudariya dans deux des manuscrits qu'il utilise, ce qui veut dire que cette lecture était faite bien avant l'édition libanaise de 1967 et bien avant l'intervention d'un linguiste arabisant du XXIe. Alors je dirais que ces divergences, chaque chose malheur est bon, a beaucoup d'avantages, avantages entre guillemets, parce que je pense qu'en fait la lecture Khadariya est la bonne. Elle pointe un nouveau statut de l'arabe dont Ibn Khaldoun n'a jusqu'ici soufflé mot, mais dont il parle dans la suite de ce chapitre et surtout dans les sections finales de la Muqaddima, c'est l'arabe comme langue littéraire. Et de pointer une lacune dans l'exposé d'Ibn Khaldoun. Il lie le premier reflux de l'arabe au changement politique intervenu à partir du IVe-Xe siècle. En fait, il s'agit de l'émergence du persan comme langue littéraire, due non pas aux Bouyides et aux Seljoukides, mais à plusieurs dynasties est-iraniennes, les Tahirides, les Safarides et surtout, tout le monde le sait, les Samanides. Chez ceux-ci d'ailleurs, le persan est aussi langue de cour et administrative. Cette politique linguistique de ces dynasties sera poursuivie par les conquérants de l'Inde, les Ghaznévides, qui eux étaient d'origine turcique, puis les Rourides, et cela représente la première expansion du persan hors du monde iranien, donc dans le monde indien, et la seconde expansion du persan hors du monde iranien aura lieu en Anatolie avec le sultanat seljoukide de Roum. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que les Seljoukides étaient déjà largement iranisés. C'est-à-dire le persan a existé en Anatolie avant le turc. Donc la situation linguistique du monde iranien serait mieux décrite de la manière suivante. Vous avez les langues iraniennes comme vernaculaires et vous avez deux véhicules, l'arabe et le persan. On aimerait pouvoir dire qu'ils sont en distribution complémentaire, à l'un la littérature, à l'autre la littérature technique. Ce n'est pas le cas. J'ai regardé Avicenne, philosophe, le savant Al-Biruni et même le théologien juriste Al-Ghazali écrivent en arabe mais aussi en persan. Et c'est un Iranien, pas un arabe, qui est le fondateur de ce genre littéraire arabe très connu qu'est la maqama. C'est le célèbre Ahmed al-Hamadani qui a commencé sous les Bouyides et je crois a fini sous les Ghaznévides. Alors maintenant, pour l'Occident, que dit l'histoire? Alors j'espère ne pas me tromper. Les Almoravides, bien que berbérophones, se sont ralliés à l'arabe comme langue de la religion et du pouvoir. En revanche, les Almohades, eux, ils se proclament califes. Ils promeuvent le berbère sous le nom de Al-Lisan al-Gharbi, la langue de l'Ouest. Et c'est un jeu de mots avec gharib étranger, car il se fondait sur un hadith très célèbre qui dit Bada al-Islam ghariba. Et ces Almohades s'identifiaient comme les Rouraba, les étrangers. Et ils ont fait, eux, du berbère, la langue non seulement du pouvoir, mais encore de la religion. Le Coran a été traduit en berbère. Et ils ont même initié un bilinguisme arabe-berbère, c'est-à-dire parmi les élites almohades. Je dois dire qu'à l'Andalous, ça a suscité, disons, un certain émoi. Donc je renvoie ici à un article très remarquable de notre collègue Mehdi Guirgat, Al-Lisan al-Gharbi, ou la langue des Almohades, dans un volume collectif de nos collègues réunis par Dominique Valérian. Mais, alors, je parle, si vous voulez, de berbérisation par le haut, comme j'ai parlé d'arabisation par le haut et par le bas. En fait, à pour corollaire, parce que c'est le siècle oméade, les tribus hilaliennes arrivent jusque dans les plaines atlantiques, au XIIe siècle. Ils sont combattus par les Almohades, ils sont défaits par les Almohades et ils sont enrôlés dans leur armée par les Almohades. Et bien sûr, comme vous le savez, les Hilaliens n'ont pas peu contribué
à l'arabisation du Maghreb. Il représente la seconde vague et principale vague, en fait, d'arabisation du Maghreb. Alors, le second temps du reflux pour Ibn Khaldoun, c'est l'arrivée au pouvoir de dynasties ni arabes ni musulmanes. Il cite ce qu'il appelle les Tatars et les Mongols, c'est-à-dire les peuples turco-mongols, les Tatars étant d'origine turcique, qui, à partir du 7e, 13e siècle, conquièrent l'Orient musulman. Ils n'étaient pas musulmans, en effet, mais soit tangristes, soit bouddhistes. Vous savez qu'en 1258, Hulagu prend Bagdad et met fin au califat abbasside. À partir de cette époque, on considère qu'est entérinée la division du monde musulman en deux parties, une orientale, dont Ibn Khaldoun énumère les provinces, dont je vous ai fait une petite carte, par Irak. Il faut entendre ici principalement ce qu'on appelle l'Irak al-Ajami, c'est-à-dire l'Iran perse, mais l'Iran perse, comment dirais-je, mais politiquement, le Irak al-Arabi, c'est-à-dire l'Irak tout court, faisait partie des possessions des Ikhwan, des successeurs de Hulagu, c'est-à-dire les Ikhwan de Perse. Le Khourasan, le Fars, l'Inde n'est pas marquée, mais elle est à l'est du Sindh, la Transoxiane, le pays d'entre les deux fleuves, et ce qu'il appelle le pays du Nord, je suppose que c'est l'empire mongol de la Horde d'Or, et celui des Roums, c'est-à-dire l'Anatolie anciennement byzantine. Le second reflux de l'arabe en Orient, c'est en fait une nouvelle expansion du persan. Dans un premier temps, quand vous lisez le texte, vous voyez que Ibn Khaldoun affirme que l'arabe a entièrement disparu de la partie orientale du monde musulman. En fait, il s'aperçoit qu'il va un peu trop vite en besogne, il se reprend et il affirme dans un second temps qu'il a entièrement disparu comme langue littéraire, ce qui est parfaitement exact, avec l'expression « les styles en matière de poésie et de prose de la langue arabe disparurent ». Et c'est là où il y a eu une interférence entre l'édition libanaise, enfin de l'édition libanaise avec les autres éditions. Il dit aussi qu'il est peu et mal enseigné, mais il emploie le même verbe sistadarasa, étudier collectivement, qu'il emploie dans l'une des sections linguistiques du chapitre 6 pour critiquer les méthodes d'enseignement de l'arabe. Ce qui veut dire que l'enseignement de l'arabe dans la partie iranienne, ou disons plus largement non arabe, est pas si différente que cet enseignement dans la partie arabe. C'est-à-dire que vous avez un maître qui lit un texte de base, enfin un étudiant qui lit un texte de base que le maître commente. Et ce qui diffère entre les deux parties à l'époque, c'est essentiellement le texte de base. Dans la partie arabe, le texte de base, c'est essentiellement la Alfiya d'Ibn Malek, tandis que dans la partie orientale du monde musulman, c'est essentiellement la Kafiya d'Ibn al-Hajib. Et finalement, dit-il, il est si mal enseigné qu'à la fin, il est remplacé par le persan comme langue scolaire et scientifique, et il emploie pour le persan al-lisan al-ajami, ce qui est tout à fait conforme. Ajami, Ajam, c'est les non-arabes en général et les persans en particulier, et il dit bien Ajami parce que ailleurs dans ce chapitre, il emploie aussi l'expression de l'ourat Ajamiya. Ajamiya, c'est une nisba sur Ajam, c'est-à-dire qu'un lisan ajami, c'est une langue de Ajam. Voilà. C'est conforme d'ailleurs à l'usage coranique qui oppose lisan arabi mubin à lisan ajami. Alors, que dit l'histoire ? Elle ne dit pas tout à fait la même chose qu'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, lui, il est cohérent avec lui-même, parce que dans un autre chapitre, la section où il dit que la plupart des savants de l'islam n'étaient pas arabes, en réalité persans, ajam, il dit qu'après Ibn al-Khatib, c'est-à-dire Fakhr ad-Din al-Razi, et Nasir ad-Din al-Tusi, il n'a plus vu de savants persans excepté Sa'ad ad-Din al-Taftazani. Mais si vous regardez, vous apercevez que Nasir ad-Din al-Tusi, il officiait, quand je dis officier, c'était que vraiment il était proche, il officiait sous Hulagu. Et le premier successeur de Hulagu, qui n'était pas encore converti, c'est Abaqa, je crois, qui n'était pas encore converti à l'islam. Et Taftazani, lui, il officiait sous Tamerlan, c'est-à-dire la seconde vague de conquête des Turco-Mongols. En fait, on peut dire qu'à cet endroit-là, Ibn Khaldoun manque le fait que l'arabe, je vais trop vite, il y a eu un maintien d'une très riche littérature technique
en langue arabe. Et je peux même vous dire, puisque c'est presque ma spécialité à travers le grammairien Radieddin al-Tarabadi, qui, comme son nom l'indique, était iranien, évidemment pas, donc un grammairien de l'arabe en arabe, mais pas arabe lui-même, que très souvent cette littérature technique est de plus haute tenue que celle qu'on peut trouver à la même époque dans le monde arabe. Et d'ailleurs, il y a eu une orientalisation du point de vue de la littérature technique des savoirs en provenance du monde iranien en direction du monde arabe, à travers des grands noms, notamment celui de Taftazani, qui n'a pas échappé à Ibn Khaldoun, qui le cite par ailleurs avec éloge dans une autre section. Alors, par contraste, Ibn Khaldoun parle de l'Occident musulman. Il énumère simplement 4 provinces. Il dit la Syrie, qu'il appelle la Shem, donc c'est la Syrie au sens géographique, l'Égypte, le Maghreb et Al-Andalus. Et il dit que la langue arabe sédentaire, al-lugha al-arabiyya al-hadariyya, s'y est maintenue du fait que la religion l'exige. Et bien sûr, compte tenu de la raison donnée, l'édition libanaise, une seconde fois, remplace Hadariya par Moudariya. Alors, la conclusion du linguiste, je suis dans les temps, eh bien, je dirais que ce chapitre de la Muqaddima illustre à merveille les qualités que l'on reconnaît à Ibn Khaldoun, donc sa capacité à synthétiser et à théoriser, et le défaut qui est le revers même de ces qualités, c'est-à-dire l'esprit de système. Le côté positif, c'est la reconnaissance de la pluralité d'États, de variétés et de statuts. État, c'est l'histoire de la langue. Les variétés, c'est la sociolinguistique, et les statuts aussi, c'est la sociolinguistique. Et plus encore, ce que j'appelle les 2 phases de l'arabisation, par le haut et par le bas. Alors par le haut, ça veut dire que l'arabe est resté un superstrat qui est devenu simplement la première langue étrangère d'une minorité lettrée. C'est exactement la situation de l'arabe dans la partie non-arabe du monde musulman, aujourd'hui encore d'ailleurs. Moins qu'avant sûrement, mais ça existe encore. Et par le bas, donc l'arabe qui est en position d'adstrat, qui est d'abord une langue minoritaire, devient progressivement la langue majoritaire. Et d'ailleurs, on voit que même dans le monde arabe, ce processus n'est pas entièrement terminé, notamment évidemment en Afrique du Nord, où le berbère reste encore la langue maternelle d'un grand nombre de gens, même si, bien sûr, les berbérophones aujourd'hui sont très souvent bilingues. Mais bilingues, non pas avec la langue de Moudar, mais avec la langue, effectivement, dialectale locale. Et côté négatif, lier le premier reflux de l'arabe à l'arrivée au pouvoir de dynasties musulmanes, mais non arabes, et le second à l'arrivée au pouvoir de dynasties ni arabes ni musulmanes, est logiquement plus séduisant que factuellement satisfaisant. En effet, les premières, on l'a vu, ont pu se rallier à l'arabe comme langue de la religion et du pouvoir. Les secondes ont pu s'islamiser sans s'arabiser. Je crois qu'on peut dire en conclusion que la connexion entre islamisation et arabisation est relative. Historiquement, il y a eu arabisation sans islamisation et plus encore, islamisation sans arabisation. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'était un peu dur, le discours du linguiste sur la digestion, ça fait quand même 2 handicaps.